Donc nous allons démarrer rapidement ce panel qui porte sur la révolution numérique et digitale en Afrique de l'Ouest, les conditions de création d'une souveraineté numérique. Je m'appelle Basile Niane, je suis journaliste et spécialiste en communication digitale. Je suis également membre du Conseil national du numérique et j'aurai le plaisir de modérer ce panel. Maintenant, nous allons changer la façon de faire nos panels. En général, c'était des questions-réponses. On donnait la parole à chacun des intervenants. Mais pour le moment, toute la discussion va tourner autour d'une présentation d'une personne qui va faire, qui s'appelle Cheikh Fall, qui va faire une présentation sur la thématique. Ensuite, à travers cette présentation de Cheikh Fall, nous allons démarrer les débats et les discussions avec les panélistes. Nous sommes d'accord? Alors, Cheikh Fall, je ne vais pas vous présenter parce qu'il est un membre très connu du secteur. Mais je vais laisser après la présentation des panélistes parce qu'il y a des mots que je n'ose pas dire. Je vais laisser à Cheikh Fall ou à Nati Seydi qui vont en quelque sorte revenir là-dessus. Parce qu'il y a une longue histoire. L'histoire commence avec 3 personnes. Les 3 personnes que vous voyez ici, Cheikh Fall, Basile et Nati Seydi, c'est une longue histoire, mais je ne vais pas y revenir. Dans la révolution même de la souveraineté numérique. Donc, Cheikh Fall, vous êtes président de Afrique TV. Je me limite uniquement à cette présentation et vous devez nous faire une présentation sur la thématique, n'est-ce pas? Vous avez la parole. Bonjour à tous. Ça ne marche pas. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé vous présenter la plateforme et vous présenter avec des données probantes comment l'Afrique est en train de perdre en quelque sorte cette souveraineté numérique et comment elle est en train de passer à côté de cette révolution digitale. J'ai fait 4 analyses, 5 plutôt. Une première analyse sur tout ce qui est infrastructure d'accès au réseau Internet. Et donc, ce que j'ai fait, c'est un exercice assez sympa. Je suis parti télécharger la carte de l'Afrique au lendemain de la conférence de Berlin, avec les couleurs des superpuissances européennes qui se sont partagées et morcelé le continent. On pouvait voir une prédominance d'une couleur bleue, représentée par la France, d'une couleur, j'allais dire, grise, représentée par les Anglais, et ensuite de quelques couleurs rouges ou violettes, représentées par les lusophones. Et aujourd'hui, j'ai pris les données agrégées par certaines plateformes sur les fournisseurs d'accès à Internet, ce qu'on appelle les FAI. Et donc, j'ai pris ces données et je les ai remontées, je les ai en quelque sorte compilées avec leur pays d'origine, c'est-à-dire les superpuissances de ces structures qui fournissent l'accès à Internet à l'Afrique. Et figurez-vous bien que la carte que j'ai obtenue est presque à l'identique de celle qui résultait de la conférence de Berlin. Une carte aux couleurs des superpuissances coloniales. Ce que vous voyez en bleu, c'est la France. Ce que vous voyez en vert, c'est les États-Unis et une toute nouvelle superpuissance qui s'appelle Afrique du Sud parce qu'elle gère MTN avec un petit pourcentage. C'est dire que nous sommes passés à côté dès le départ. Parce qu'on n'a pas su avoir ces infrastructures-là capables de nous fournir un accès à un réseau, mais on n'a pas su, entre-temps, mettre en place des mécanismes qui permettent à nos pays de pouvoir peser sur la balance afin d'avoir plus ou moins les parts de marché les plus importants au niveau de l'accès à l'Internet.
Nous savons que c'est un marché et que ces structures viennent pour se faire de l'argent et donc ont besoin de contrats et souvent d'accès au territoire. Donc ça, c'est la première analyse. Donc les 15 pays de la CEDEAO, ici j'emploie le chiffre 15. Moi, en tant que citoyen de la CEDEAO, je prends la parole dans l'esprit de la CEDEAO et pas dans la réalité politique actuelle où on a l'AES et CEDEAO. Parce que quand je rencontre mon frère du Burkina Faso, il est toujours un frère et je le vois comme étant un frère peuple de la CEDEAO. Donc, quand je dis CEDEAO, c'est dans l'esprit. On est toujours sur les 15. Donc ça, c'est la première analyse. La France, le Maroc, l'Afrique du Sud, les États-Unis ont envahi l'Afrique de l'Ouest en fournissant les services d'accès à Internet. Et celui qui vous fournit l'accès... J'entends la salle, mais je pense que... Celui qui vous fournit l'accès, aujourd'hui, nous savons qu'il vous tient en quelque sorte par les deux bouts et il peut vous contrôler s'il le souhaite. La deuxième analyse, c'est l'analyse de la gouvernance numérique. Gouvernance numérique avec les conventions africaines ou chartes africaines, conventions sous-régionales et les lois domestiques, les lois au niveau national. Nous avons le Charter Project Africa, la Convention de Malabo, nous avons les stratégies de développement numérique, nous avons les lois d'accès à l'information. Et l'analyse m'a permis d'identifier que mise en place en 2014, il a fallu 2023 pour que la Convention de Malabo puisse être ratifiée et pour qu'elle puisse être entrée en vigueur avec la signature et la ratification de la Mauritanie. Sur les 56 États, seuls 15 ont ratifié la Convention de Malabo. Les stratégies numériques, on en a au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO. Tous les 15 pays ont mis en place des stratégies numériques. Après, on va rentrer dans les détails par rapport aux dispositifs abusifs ou souvent restrictifs. Les lois sur la protection des données, tous les 15 pays l'ont aussi implémenté. Et puis après aussi, les 15 pays, 12 parmi ces 15 ont mis en place des autorités de protection de données et des autorités de régulation. Mon classement m'a permis de ressortir les bons élèves au niveau de la CEDEAO. C'est le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée qui ont, au niveau du cadre législatif, presque ont mis en place des mécanismes qu'il faut. Je ne parle pas de l'opérationnel, en fait, de la mise en œuvre, mais ont mis en place. Après, on a les mauvais élèves, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra Leone, qui n'ont eu que 2, voire 3 dispositifs. Et puis après, on a ceux qui sont au milieu. Donc, Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, plus la Gambie. La troisième analyse porte sur les infrastructures. J'ai parlé de l'accès. On a perdu. J'ai parlé de la gouvernance. Nous sommes à peu près plus ou moins, voilà, à cheval. Maintenant, au niveau des infrastructures, et quand je parle d'infrastructure, je mets en place tout ce qui est infrastructure technique, infrastructure de réseau, infrastructure de données et usage. Donc, ce qui veut dire les e-services, les services mis en place par les États et par les administrations pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier de la transformation digitale. Et la première analyse, je l'ai faite sur la bande passante. Et j'ai comparé les données de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la CEDEAO, aux données d'une partie de l'Asie. Et en Asie, ils sont au-delà de 222 millions de mégabits. Nous, on est entre 64 voire 293 000. La comparaison, elle est vite faite.
Et certains pays de l'Asie, pourquoi j'ai comparé avec l'Asie? Parce que c'est des pays qui, il y a 20 ans, 35 ans, 50 ans, étaient au même niveau que certains pays africains, ou voire même en deçà. La deuxième analyse sur les infrastructures, c'est par rapport à la fibre optique. La partie CEDEAO est bien desservie en fibre optique, mais mal répartie. Nous avons des zones qui sont densément alimentées, c'est-à-dire les capitales, et surtout les parties côtières. Mais après, à l'intérieur des pays, nous voyons que c'est un peu souvent le désert. Et la carte, elle est très édifiante. C'est dommage que je ne peux pas projeter tous ces éléments. La troisième analyse des infrastructures, sur les infrastructures, c'est sur le câble sous-marin, les câbles sous-marins. Et j'ai pris un exemple. C'est un câble qui s'appelle 2Africa. Et c'est un câble, figurez-vous bien, qui est géré par Meta. Meta, que vous connaissez, qui est Facebook. Et Facebook, aujourd'hui, qu'on utilise comme un simple fournisseur de services, réseaux sociaux et autres, a mis en place une infrastructure réseau qui alimente nos pays. Et nous avons 4 accès, non, 3, Dakar, Bénin, Cotonou, Abidjan et puis Lagos, alimentés par la fibre de Africa. Je mettrai, je partagerai le lien pour ceux qui voudraient consulter la plateforme. Ça, c'est les analyses au niveau infra. Je n'ai pas insisté sur les data centers. Par exemple, le fait d'avoir ses propres infrastructures, déjà de stockage, de gestion et de services. Nous en avons, mais la majeure partie du temps, nous les confions à des sociétés étrangères qui viennent les construire pour nous. Si je confie à la Chine ou à la Russie la conception de mon data center, je ne peux pas savoir s'ils mettent pendant la mise en œuvre des malwares ou des spyware pour espionner ensuite, ou bien pour puiser ou aspirer mes données et les utiliser contre moi. La quatrième analyse, ça c'est les infras. Donc je fais vite. La quatrième analyse, c'est sur la cybersécurité. Sur la cybersécurité, nous avons 2 pays qui ont mis en place des mécanismes, une autorité de régulation avec mandat de faire ou de prendre en compte les aspects sur la cybersécurité. Et c'est le Ghana et la Sierra Leone. Mais sinon, tous les autres pays ont mis en place une autorité de régulation à part, ensuite une instance pour s'occuper de la cybersécurité. Et souvent qui ne communiquent pas ou qui ont du mal souvent à communiquer. Et sur les aspects cybersécurité, les questions qui ont été traitées en majorité, c'est la sécurité du réseau, mais le réseau qui ne nous appartient pas. Et l'autre, c'est la sécurité en ligne, mais souvent qui nous échappe. Et aussi la lutte contre la fraude en ligne, qui nous échappe aussi. La dernière analyse, c'est sur les défis de la souveraineté. Et donc, j'ai identifié 5 défis critiques sur une liste de 10. Le premier défi, c'est la perte de terrain sur le hardware. Nous dépendons des composants conçus ailleurs. Nous ne concevons pas, nous ne fabriquons pas. Nous n'arrivons pas à mettre en place des mécanismes pour accompagner la conception de hardware, c'est-à-dire d'outils, pas de solutions, mais d'outils, de nano-SIM, ou bien de cartes mémoire, ou bien de RAM, ou des téléphones, ou tout ce qu'on peut voir comme étant une infrastructure numérique. Et donc ça, c'est critique. On a perdu ce terrain-là. Deuxième défi critique, c'est l'absence dans l'écosystème des logiciels. C'est rare d'utiliser un logiciel conçu par un Africain ou par quelqu'un par un membre de la CEDEAO. Tout ce que nous utilisons et que nous installons sont conçus par d'autres personnes et ça vient d'ailleurs. Et souvent, c'est des personnes qui derrière,
en mettant en place ces logiciels, exploitent aussi nos données en retour. Et nous l'avons vu au niveau de la gouvernance, on n'a pas de mécanisme comme l'Union européenne pour forcer la main à ces infrastructures-là de partager ces données-là ou bien de ne pas les utiliser ou de signer des chartes d'éthique ou de confidentialité. Troisième défi critique, c'est la vulnérabilité des systèmes informatiques. Bon, nous au Sénégal, Nati est là, Basile, à plusieurs reprises, c'est nous qui avons alerté l'agence de l'informatique de l'État parce qu'elle s'est fait pirater, où on a fait des intrusions, nous avons pu faire des tests sur la plateforme de gestion des données des électeurs du Sénégal, le fichier électoral, et on s'est rendu compte qu'il y avait une faille et que tout le monde pouvait avoir accès à ces données-là. Donc il n'y a pas de politique de sécurité parce qu'on n'a pas de protocole de sécurité, on n'a pas une politique gestion orientée sécurité numérique. On attend qu'il y ait danger, qu'il y ait un problème et ensuite on intervient. Troisième défi, quatrième défi, c'est des droits du cyberespace qui sont abusifs ou restrictifs. Tout ce que nos États mettent en place, entre guillemets, pour parler de souveraineté, c'est sous le cachet de la sécurité nationale et derrière, c'est pour réprimer. Soit censurer, soit faire de sorte qu'il y ait une surveillance de masse, cybersurveillance. Bon, comme ça se fait aussi ailleurs. Vous me direz que dans les grandes démocraties comme les États-Unis ou la France avec Patriot Act ou loi renseignement. Un cinquième défi, c'est le dernier, je pense. Oui, je choisis parmi les 10 et puis je termine là-dessus. C'est l'absence de la CEDEAO au niveau de la table des négociations mondiales. On n'est pas présent quand ça se décide entre Google, Meta, Amazon et l'Union européenne ou bien et les États-Unis ou avec la Chine, mais on n'y est pas. Et donc du coup, quand ça se décide et quand ça se réforme, c'est souvent contre nous parce qu'on n'est pas, notre voix n'est pas audible. Donc quand on n'est pas présent, ce qui se décide souvent peut être utilisé à votre désavantage. Je termine avec des propositions et ça découle de notre déclaration que nous, Africtivistes, nous avons publiée en 2021 lors de notre sommet à Abidjan qui portait sur la souveraineté numérique. Et c'était sur quatre piliers. Le premier, c'est la gouvernance démocratique. Comprendre que l'état de droit ne peut plus être invité ou convoqué sans parler de droits du cyberespace et des droits du numérique. Deuxième pilier, c'est la souveraineté numérique. Souveraineté, et je l'ai bien noté, une souveraineté absolue n'existe pas, ne peut pas exister dans un monde qui est ouvert. Par contre, dans le cycle de l'autonomie, quand on parle de cycle de l'autonomie, sur les 4 phases, il y a une phase de dépendance, on dépend exclusivement, une phase de contre-dépendance, on se rebelle, une phase d'indépendance, on peut être autonome, et une phase d'interdépendance. Ici, la souveraineté, c'est l'interdépendance. Mais par contre, ne pas dépendre exclusivement que des autres. Et aujourd'hui, c'est le cas. On dépend exclusivement des autres. Et donc, être souverain, ce n'est pas avoir la possibilité d'y aller seul, c'est avoir la possibilité de ne pas dépendre exclusivement des autres. Troisième pilier, c'est l'innovation économique. C'est oser affronter l'innovation et accompagner l'esprit créatif au niveau de la CEDEAO. Dans nos politiques, ça se réfléchit en interne, mais on ne convoque jamais les experts. Et aujourd'hui, la technologie, nous savons que ce n'est pas du tout forcément l'affaire des politiques. Le dernier pilier, c'est la protection des acteurs, mais aussi des infrastructures. Un compte Twitter d'un chef de l'État piraté peut faire l'objet d'une crise diplomatique et découler à une guerre. Effectivement. Et on s'amuse à laisser aller. Nos passeports sont confectionnés par des sociétés étrangères. Nos bases de données sont gérées par des sociétés étrangères. Et aujourd'hui, on continue de faire confiance à l'expertise étrangère. Donc, je m'en aille. Très bien. Merci beaucoup. Des applaudissements pour M. Cherfal. Ce n'était pas une intervention. Moi, je parlerai des keynotes parce que vous avez posé les débats. Vous avez un peu parlé de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui au niveau de ce panel. Je retiens tes 5
Permets-moi de te dire T, hein, au lieu de vous, parce qu'on se connaît. Je retiens tes 5 propositions. Mais ce que je retiens beaucoup plus, tu as parlé de la gouvernance numérique. Tu as parlé des bons élèves, espérant que le Sénégal fait partie de ces bons élèves, parce que nous avons notre stratégie numérique, ça c'est sûr. Vous avez parlé des infrastructures, de la CEDEAO, mais également, le dernier point, c'était la souveraineté numérique. Donc c'est un melting pot de propositions qui nous pousse un peu à réfléchir sur cette thématique. Est-ce que vraiment nous avons une souveraineté numérique? Il y a de cela 10 ans, ce même débat a été posé par des acteurs comme nous pour parler de cette souveraineté numérique. Et moi, j'ai l'impression que chaque année, on repose le même débat avec des bonnes propositions, mais ça n'avance pas. Alors, la question que j'aimerais poser, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on n'arrive pas à réaliser toutes ces propositions au niveau du Sénégal? Au niveau de notre pays, par exemple, nous avons lancé ce qu'on appelle l'agenda de transformation, national de transformation 2050. Il y a également le New Deal qui a été lancé. Et dans ce New Deal, l'axe numéro 1, c'est la souveraineté numérique. C'est les racines même du développement de notre baobab numérique qu'on a essayé de représenter parmi les 4 axes. Aujourd'hui, heureusement, nous avons quelqu'un qui a pu travailler en quelque sorte dans ce secteur, parce qu'il était aussi un acteur très engagé et membre également de l'ancien Conseil national du numérique numéro 1. Je veux dire M. Seydina Moussa Ndiaye. Alors, il faut faire la différence entre ces deux, parce que là, on a Seydina Ndiaye et là-bas, c'est Seydina Mohamed Ndiaye. Donc, je vais dire Nati Seydi pour ne pas faire la différence, parce qu'ils ont les mêmes signatures. Seydina Ndiaye est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, université Cheikh Abidou Kane plutôt, et directeur du programme Force N, que nous allons peut-être y revenir. D'après tout ce que vous avez eu à écouter, développé par Cheikh Fall, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes condamnés à dépendre du cloud étranger et des GAFAM? Que faire concrètement d'après votre expérience que vous avez eu à faire? Merci pour cette question. Merci pour l'invitation, hein, déjà Afrikajom, et bonjour à toute l'assistante. C'est une question très 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 intéressante et ça me permet en fait de rebondir par rapport à la présentation qui a été faite et même par rapport au discours qu'on a entendu depuis ce matin. Je tiens à souligner qu'il y avait un point important en fait qui répond un peu à la question qui a été soulevée par Madame Mimi Touré et qui était en fait un changement de paradigme qu'on doit faire si on veut rattraper ce gap-là. Depuis tout à l'heure, hein, même dans la présentation de Cheikh, on voit une orientation qu'on a souvent sur le protectionnisme. C'est-à-dire qu'on parle de notre souveraineté par rapport à notre protectionnisme. Et on parle de souveraineté en apportant des solutions qui sont plutôt des solutions réglementaires, d'encadrement et autres, et non pas une approche économique de la chose. Et si on ne change pas ce paradigme-là et on prend une approche économique d'abord, et ensuite le reste vient pour soutenir cette approche économique-là, on risque en fait de passer notre temps à se plaindre en fait, en quelque sorte, à dire que c'est pas normal, à dire que c'est pas normal, à dire que c'est pas normal, et on ne fait rien. Et si on a une approche économique, ça voudrait dire qu'on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour développer notre secteur privé dans ce domaine-là, si on veut avoir cette souveraineté-là. Parce que ce n'est pas que l'État seul qui peut nous donner en fait quoi, mais cette souveraineté-là. Et si on a cette approche économique, on a bien sûr besoin de l'accompagnement de l'État, de l'accompagnement de nos pays quoi, de la CEDEAO pour pouvoir y arriver. Il faut savoir que si n'importe qui
même vous choisissez un hébergement cloud. Vos critères, ça va être la fiabilité, Oui. ça va être le coût. Et donc, si on veut avoir cette autonomie-là, avant de mettre en avant le fait qu'il faut avoir nos propres données ici, il faudrait qu'on ait la certitude que tout est en place pour nous permettre d'avoir un hébergement cloud local de qualité et de moindre coût. Oui, M. Ndiaye, je pense que nous avons des data centers ici au Sénégal. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne suffit pas parce que, premièrement, oui. En termes de qualité, on n'est pas sûr, je ne suis pas sûr que les data centers qu'on a ici oui. sont de qualité internationale, sûrs et qui garantissent en fait une sécurité et une disponibilité comme il faut. Je ne suis pas sûr. Il y a certains types de données, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'héberger ici, localement. L'autre élément, c'est le coût. C'est cher. C'est très très cher. Et c'est quasiment indisponible, c'est parce qu'il n'y a pas de solution cloud, ou très peu qui ne sont pas connues. Donc il y a plus des data centers qui sont des machines, mais il n'y a pas la couche supérieure qui permet à n'importe qui de gérer son hébergement cloud à partir de chez lui comme il le veut. On dépend d'approches en fait qui sont très très lourdes et qui ne permettent pas à n'importe qui d'avoir son hébergement cloud très facilement comme ça se ferait sur Amazon ou autre. Alors, puisqu'on parle de CEDEAO, nous avons 50 ans. On est plus jeune, on commence à vieillir, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut faire, selon vous, pour avoir une mutualisation des ressources au niveau de la CEDEAO, pour investir ensemble sur ce cloud dont vous avez dit, la sécurité et ces data centers? Comment on peut faire avant de donner la parole à l'autre Seydina? Je rappelle qu'il y a aussi une avocate qui est en ligne, qui va intervenir dans ce sens-là. D'abord, il faut se projeter. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une bonne stratégie sur le long terme. Ouais. Ça, c'est important si on veut construire des choses qui sont soutenables et qui marchent. C'est-à-dire qu'il faut se projeter sur le long terme. Il faut faire de telle sorte qu'on puisse avoir les ressources humaines de qualité qui peuvent gérer de bout en bout tout ce dont on a besoin et toute la chaîne de valeur. Mais comme le disait Cher, si on ne maîtrise pas le matériel, si on ne maîtrise pas tout, donc il faut se projeter et mettre en place toutes les conditions pour. De la même façon qu'on a mis en place de grandes sociétés sous-régionales, non, de grandes écoles sous-régionales sur l'assurance, sur les télécoms, etc. Il faudrait le faire aussi sur toutes ces nouvelles technologies-là, qu'on puisse avoir de grandes écoles de très grande qualité, sous-régionales, pour former des jeunes talents. Donc ça, c'est un. Ouais, deux. C'est bon? Oui. D'accord. Donc deux, il faut qu'on puisse travailler sur des projets communs pour régler nos problèmes communs. D'accord. Parce qu'en fait, c'est en ayant ces projets-là que chaque État va pouvoir se permettre d'investir comme il le faut. C'est parce qu'il faut de l'investissement. Et il faut que l'investissement vienne d'abord de chez nous avant de venir des autres. Donc il faudrait qu'on puisse avoir de grands projets communs sur nos problématiques et qui nous amèneraient en fait, quand on va résoudre ces problèmes-là, d'investir sur des infrastructures communes et partagées et avoir la réglementation commune et avoir la capacité de partager nos données, parce que ça c'est important, et de ne pas uniquement avoir une approche de protectionnisme, mais une approche de valorisation. C'est parce qu'on a trop une approche de protectionnisme, on a tous des trucs pour empêcher les gens d'avoir des données, au lieu de tout faire pour promouvoir en fait la valorisation de ces données-là. Donc ça, je pense que c'est très important. Et l'autre élément qui est très important, Cheikh l'a dit, il faut être là où ça se décide.
on n'est pas assez présent et on n'exploite pas tous les leviers que nous avons. Quand on parle de la communauté, la CEDEAO, de la francophonie, etc., etc., il y a plein de communautés en fait où on est, mais on y est en tant que spectateur. On y est même parfois absent quand on parle de bonnes choses. J'ai passé les 2 dernières mes années à participer à des événements au niveau international et souvent il y avait une absence criarde des Africains. Je ne parle pas de la CEDEAO, mais même de l'Afrique anglophone. Il y a plein de communautés où on est encore absent et où tout se passe là-bas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment marche le monde pour pouvoir s'en sortir. Parce que sinon, on va passer notre temps à râler, et c'est ce qu'on fait bien. Hein. On aime bien dire ça ne marche pas, il faudrait la souveraineté, etc. Mais on ne fait rien pour. On a combien de stratégies qui restent des documents plats avec rien. Rien n'est fait et ça ne dérange personne. Effectivement. D'ailleurs, on nous dit au Sénégal que nous sommes le pays qui ratifie beaucoup plus le pays champion qui écrit beaucoup plus de lois sur c'est pas que le Sénégal. Hein. L'écosystème. Bon, je parle de l'Afrique, hein, c'est tout le monde. On écrit beaucoup, mais on ne pratique pas. En tout cas, merci beaucoup. Je retiens une chose, l'approche économique de la CEDEAO. Puisque nous parlons de la CEDEAO, c'est assez important. Et je pense que Mme Mimi Touré l'a souligné également. Un mot qui est revenu tout le temps, c'est le dispositif sécuritaire. Et quand on parle de dispositif sécuritaire, ça touche un peu aussi à la souveraineté numérique. Est-ce que nous avons les infrastructures pour le faire? Alors la parole est à vous, Seydina, Nati Seydi, pour ne pas revenir sur votre nom, Seydina Mohamed Ndiaye. Vous êtes cofondateur du collectif des volontaires du Sénégal. Alors, vous êtes également spécialisé dans les stratégies politiques et de développement pour la croissance économique dans lesquelles vous avez collaboré avec plusieurs acteurs. Aujourd'hui, vous avez écouté Cheikh Fall, vous avez écouté M. Ndiaye. Comment, en tant que représentant de la société civile, comment cette société civile peut-elle influencer les politiques publiques en matière de numérique? La question la plus dure, c'est à moi que tu l'as posée. Je tenais à te le dire d'abord. Donc avant de commencer ma narration et mon argumentaire, je tenais à exprimer vraiment notre gratitude envers le doyen Aluntine pour nous avoir conviés et nous avoir vraiment donné cette tribune dans le cadre des interactions. C'est assez anecdotique et symbolique aussi de partager ce panel avec toi et Cheikh. On a l'impression de retourner 15 ans en arrière avec les mêmes problèmes. Donc tu l'as bien diagnostiqué. Hein. Pourquoi on a du mal à avancer par rapport à cette question. Maintenant, ta question, elle est difficile. Mais bon, en tant que société civile ou en tant qu'organisation de développement, la première mission qu'on a, c'est une mission éthique parce qu'on ne peut pas atteindre un seuil de savoir et ne pas avoir des positions d'avant-gardistes ou des positions d'alerte. Donc la première position, c'est une question d'alerte. Une question d'alerte dans le cadre, effectivement, hein, avant de faire de l'économie, il faut déjà qu'on soit en sécurité. Aujourd'hui, simple question, ça on le pose à l'audience. Hein. On fait quoi demain si Trump dit à Mark Zuckerberg, il faut arrêter de donner WhatsApp aux Africains? On fait quoi si demain il dit aux gars de Google, plus personne, aucun Africain n'a accès à Gmail? On fait quoi s'il dit à Wave, hein, qui est la principale source de transactions financières, arrêtez vos services au Sénégal et en Afrique? On fait quoi? Je pense que sur un plan de la sécurité, c'est une question qui est légitime et qui mérite d'être posée dans un cadre d'alerte. Il y a le défi civilisationnel. Hein? Donc il y a le défi civilisationnel. Il y a Mark, il y a, comment il s'appelle, le propriétaire de OpenAI, Sam Altman. Il y a Musk. Eux tous, ils disent que l'intelligence artificielle a atteint l'apogée de la collecte de la donnée web, qu'à un moment donné, ils sont obligés de prendre la donnée synthétique. L'Afrique ne pèse que 1% de la donnée web. Bon, en tout cas, entre 1 et 5% de la donnée web aujourd'hui. Le contenu web, l'Afrique, malgré tout ce qu'on dit, pénétration mobile, génération Z, etc., on pèse très peu dans aujourd'hui le contenu web.
Et le contenu web qui parle des Africains n'est pas raconté par les Africains de la manière dont les Africains devraient le dire. Ce n'est pas une question de protectionnisme ou de nationalisme, c'est des faits et des faits observés. On fait quoi si le principal moteur de recherche utilise l'intelligence artificielle et la donnée web pour définir c'est quoi un Africain et la culture africaine? Donc notre civilisation risque de disparaître à court et à long terme, dans la mesure où on est absent et on a du mal à collecter la donnée brute. Ce dont on parle actuellement, normalement, même ce panel-là, il aurait dû rester en vase clos. Ça, ce sont des programmes d'intelligence, ce sont des programmes d'espionnage, ce sont des questions de sécurité interne, et ce sont de grosses questions de power, de pouvoir. C'est légitime, c'est de la géopolitique. La technologie, avant, elle était neutre à nos débuts. Nous, les gars du monde open source, la technologie a toujours été neutre. Mais aujourd'hui, la technologie, elle est politique. Qu'est-ce qui a légitimé les coups d'État aujourd'hui en Afrique? C'est TikTok, c'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui légitime la propagande et la désinformation aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à nous? Non. Donc la première question, c'est de lancer ces alertes par rapport à ces différentes observations que nous faisons dans notre quotidien. Et je vais même aller plus loin, Basile. Ça, je te parle des nouvelles pathologies 2.0. Aujourd'hui, regardez, on est en train de faire un panel, on va prendre 40%, ils sont en train soit de regarder leur téléphone ou leur portable. On perd la concentration, on perd la capacité d'écoute, on perd le dialogue, on perd aujourd'hui la tolérance, parce qu'on est dans de l'anonymat et dans du pseudonymat. Qu'est-ce qui nous confère aujourd'hui cet environnement-là? C'est des forces exogènes. Donc ça, c'est une réalité sur un plan des alertes. Maintenant, la question, comment stimuler ou comment influencer les politiques publiques? D'abord, nous, c'est de la recherche et développement. Nous, le collectif des volontaires ou affectivistes, ou Sunu 2012, on a toujours utilisé la technologie en tant qu'outil dans une logique d'amélioration des conditions de vie des êtres humains, mais aussi dans un processus de développement accéléré. De développement accéléré, oui, parce que l'Afrique est un continent économiquement parlant, sous-développé, mais la technologie nous permet d'accélérer notre processus si aujourd'hui on le contextualise, ou entre guillemets si on fait l'endogénisation. Donc ça, la recherche et développement, elle est importante. Elle est importante dans la mesure où, comme l'a dit Cher et comme l'a dit mon homonyme, mais nous, on a une expertise locale, toi, moi, Cher, Seydina, Aïcha, tout le monde là. Aujourd'hui, on nous invite sur un plan international parce que nous, on a détourné la technologie. Attention, l'utilisation de la technologie sous un prisme de l'advocacy et du cyberactivisme, c'est la place Tahrir, c'est ici, sous nous 2012, etc. C'est un produit typiquement africain. Tous les autres, après, nous ont copié. C'est une légitimité que l'on réclame et qu'on va continuer de réclamer. Parce que Facebook, à la base des réseaux, c'était « je dois rencontrer mon vieil ami que j'ai perdu de vue ». Vous l'aurez. N'est-ce pas, hein? Okay. Donc, cette expertise que nous avons développée, oui, ou bien le secteur privé international, ou bien qui détient le capital international, c'est une expertise locale. Moi, j'étais dans le privé, je travaillais pour une Unicorn. Comment, à travers la recherche et développement, et c'est là où ta question rentre dans le cadre de la politique publique de recherche et développement. Et ça rentre dans le cadre de la politique publique de recherche et développement et de sécurité. On est obligé de mettre en place des politiques de recherche et développement dans la mesure où il y a des acteurs qui pratiquent. Il y a des acteurs qui produisent. Nous, on a détourné l'IA. Moi, j'ai un agent IA gratuit. Je ne paye jamais, moi. Je ne paye jamais. Oui, ça c'est un autre... Je ne paye jamais parce que je la détourne à mes fins. Ouais. Comment nous, nos États, comment la CEDEAO va avoir le courage de prendre le risque et d'investir sur une forte politique de développement? Effectivement, le secteur privé a une grosse part à jouer, mais la Silicon Valley a été portée par l'État américain. Nos États doivent porter notre expertise, notre talent, dans le cadre d'aujourd'hui qu'on ait des applis à nous. C'est absolument important. Il faut aussi que nous, dans notre subconscient, que l'on comprenne que nous, comme il l'a dit, hein, même si on avait 145% de fiabilité devant un produit qui vient d'Amazon, les Africains ils vont aller prendre Amazon. Hein. Ça aussi, c'est une autre réalité en termes de relations clients. Très bien. C'était ça. Et je pense que le dernier point, c'est vraiment mettre en place le cadre
consultatif et l'advocacy. Merci, Nati Seydi, très intéressant la réaction. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, l'éthique, oui, il faut développer. Quand je vous entends parler, j'ai envie de dire, il faut développer nos propres infrastructures. Parce que la question de la géopolitique, mettre en place des politiques de recherche et de développement, c'est assez important. Mais en vous écoutant, je retiens juste qu'il faut qu'on développe nos propres infrastructures. Bon, le temps qu'on règle ce problème technique, j'ai besoin du micro au niveau du public pour faire un débat. Le temps de régler le problème. Et j'ai juste une question à vous poser, avant que vous puissiez répondre à vos questions ou autres. Si vous étiez un ministre du numérique, vous, public, demain, quelle serait votre première mesure pour la souveraineté numérique? Qui ose répondre à cette question? Vous. Passez le micro, s'il vous plaît. Pragmatique. Vous avez 2 minutes pour répondre, parce qu'il y a d'autres ministres qui sont derrière et qui doivent répondre à la même question. Merci beaucoup. Allez-y. J'aimerais d'abord répondre aux questions qui ont été soulevées ici, et je reviendrai à votre question. La première chose que je vois, c'est qu'on parle de souveraineté numérique, on parle d'intégration. Oui. Et dans vos discours, j'ai senti qu'il y a un problème économique. Il y a la nécessité d'être compétitif, de rentabiliser les investissements. Il y a la nécessité de rentabiliser les investissements, d'être compétitif et en même temps de sécuriser dans cette recette de souveraineté. Alors, je me demande si, est-ce que, la question que je vous pose, est-ce que la souveraineté numérique est compatible avec l'intégration économique? Jusqu'où? Est-ce que c'est une question adressée à quelqu'un ou bien c'est pour tout le monde? À tout le monde. Est-ce que la souveraineté numérique, elle est compatible, la souveraineté numérique est compatible avec l'intégration économique? Très bonne question. Parce que l'intégration économique, certes, ça renforce la compétitivité économique, mais la recherche de la souveraineté est nationale. Est-ce qu'il ne faut pas parler de souveraineté partagée et intégration économique? Merci beaucoup. Et si vous étiez un ministre, c'était quoi la question? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez posé une question, mais pas répondu à ma question. Non, je ne serai pas ministre. Bon, ça c'est une réponse à la... Oui. Est-ce que... Oui, on prend juste une question, après on prend celle qui est en ligne pour continuer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Oui. Oui. Je me nomme Cheikh Tidiane Mbaye. Oui. Alors, je vais être pragmatique. Donc, si je serais ministre du numérique, oui, parce que ça m'intéresse, bon, la première mesure que je vais prendre, c'est concernant la souveraineté numérique, c'est oui, que les États puissent gérer eux-mêmes leur propre infrastructure. Voilà, leur propre infrastructure, la protection des données, oui, qu'on puisse gérer nous-mêmes nos propres données concernant nos identités, les données exploitées par les entreprises étrangères numériques. Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour. Je suis Gambien, salutal, but I'll speak in English because it's a technical subject, otherwise I would have spoken in Wolof. How do we envisage digital sovereignty in the context of an interdependent world, like my brother Sheikh clearly highlighted, where technology does not see national boundaries is very, very fluid. So in that context, with the proliferation of cloud services, for example, which really don't have a specific national identity, how do we really see how do we navigate digital sovereignty, where the internet has succeeded because it's never been centralized? That's the whole concept of the internet. So now, how do you now come back to looking at it from a point of view of sovereignty, which is kind of like, in a very much like a silo-like mindset? How do you navigate? How do we see our interests as Africans in this technology that is very much interdependent, at the same time protect our interests? I would like to know. Thank you very much. Yes.
All right. Allez-y. Thank you. My name is Kojo Asante with CDD Ghana. First of all, thank you to the panel for really a lot of good information. One thing I think on digital sovereignty, I really I like what I'm hearing in terms of defining what digital sovereignty, because I think that's the first step of really trying to characterize what we mean by digital sovereignty. So the issues of interdependence, I think somebody mentioned regional integration. There has to be clear objectives, because for me, technology is a tool, and so we need to really define how we deploy it. One way, as a general concept of navigating this very omnipotent tool, is to treat it like we treat airplanes. You know, so we regulate airplanes mostly when they land at our ports, at our airports. That's where when they are in the skies, it's much more difficult to regulate them. So we should have that image, and I think that's one way of doing that. What I didn't hear about, also related to digital sovereignty, was digital literacy. If the objective is to drive integration, is to drive democratic accountability, all the good norms that we want, then our people have to also understand the digital space to be able to play their role in, you know, pushing for accountability and so on. And lastly, just on opportunity. So at the moment, and this is in the short term, ECOWAS is not really in a place where it can lead the kind of action that we want as quickly as we want it. And therefore, we have to think of countries where we already have good talent. The private sector is burgeoning in the IT space, to be able to begin to put something together. So we cannot expect that all this can be driven by ECOWAS. If it's between Senegal, Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, or if even we can build something together in the short term, because there has to be a response. And at the moment, I don't think ECOWAS is in a place internally to be able to drive that agenda. Private sector would also be very, very important in that space. Thank you. S'il vous plaît, qui va prendre voilà, Monsieur Tin, doyen, on vous donne 1 minute pour aller très vite. Sinon, on va perdre encore du temps et on veut finaliser le panel, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. 1 minute. Des questions. Moi, ma question, elle s'adresse à Ndiaye. Ndiaye, Serina Ndiaye. Et puis les trois, hein, parce que les contributions étaient très importantes. Quelles ont été les conséquences des numériques sur la coupure qu'il y a à la CEDEAO, la dislocation de la CEDEAO? Okay. En d'autres termes, la question de peut-être ce que j'appelle la guerre cognitive. Comment les puissances impériales sont arrivées à nous diviser et à instrumentaliser notre jeunesse avec les réseaux sociaux. Très bien. Sans que la CEDEAO, d'ailleurs la CEDEAO est extrêmement faible dans ce domaine. On ne la sent pas, elle ne réagit pas. Et il y a eu un moment où la CEDEAO n'était plus désirable par la jeunesse. Ouais. Et c'est ça, c'était à cause des réseaux sociaux. Donc pour dire leur importance sur la question même de la sécurité, moi je reviens sur ce que Asma Mal a dit. Très bien. Comment la Big Tech fait de nous des soldats. Très bien, ça c'est une question que je vais donner à Cherfal. L'autre question s'il vous plaît, rapidement. Derrière vous, la question. Le micro s'il vous plaît, le micro. Si j'étais ministre, tu sais, je vais dans le sens de truc. Non, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, de YouTube en Chine. Oui. Il n'y a pas de WhatsApp en Chine, il n'y a rien. Donc si nous n'avons pas nos propres plateformes,
écoutez, on dépend des plateformes qu'on n'a pas fabriquées, ça aussi c'est la dépendance. Très bien, là on est en train si on veut répondre à ces deux questions, on risque de prendre assez de temps. Donc, bonjour, oui. Mohamedou Driss Bediane. Allez-y. Oui. Moi je vais sauter sur les points que M. Fall a fait, M. Cher. Oui. Merci pour ce portrait global. Si on regarde la carte que vous avez montrée au début, il me semble qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait une zone qui était en bleu, c'était la France. Donc être FAI, ce n'est pas quelque chose qui se planifie sur 1 ou 2 années, c'est 1 décennie ou 2. Donc on a les mains liées avec ces FAI. Quelles solutions vous préconisez, des solutions temporaires, pour garantir l'intégrité des données des Africains que nous sommes, des solutions temporaires, ou les améliorer si ce n'est pas garantir l'intégrité? Et le deuxième point, vous avez mentionné que si on fait une photo de l'Asie, il y a 20 ans, l'Afrique est à ce stade. Quelles leçons peut-on tirer de l'évolution qu'ils ont faite? Parce que pour moi, ceci, ce n'est pas une fatalité, mais quelque chose que nous devons prendre à notre avantage. Très bien. Quels sont les bons coups qu'ils ont faits qu'on pourrait reproduire ici et quelles sont les erreurs qu'on pourrait éviter? Merci beaucoup, Cher. Il faut bien noter les questions. Merci. Je suis Traoré Wodjo de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je voulais rapidement remercier les 4 panélistes. Juste faire un commentaire et 4 propositions concrètes. Le premier commentaire, je pense qu'il faut sortir du complexe de quoi que ce soit. Nous ne sommes plus à l'ère de Bismarck. C'est fini ça. C'est fini. L'ère de Bismarck est terminée. Nous avons eu la chance, à partir de 2002-2003, de participer au sommet mondial sur la société de l'information. Tous les pays y étaient. Il fallait gagner notre place. Nous n'avons pas gagné notre place. Il faut qu'aujourd'hui on travaille. Première chose, proposition concrète. Mais Cheikh Anta l'a dit, je suis dans le pays de Cheikh Anta, qu'est-ce qu'il a dit? Armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Travaillons. L'éducation, la formation, sur le numérique. Allez au Rwanda aujourd'hui, tout est digitalisé. Au Rwanda, les paiements se font en ligne. Si vous avez de l'argent, vous ne savez plus où payer. Mais il faut cela. Deuxième proposition, être sur toutes les plateformes internationales. Il faut donner beaucoup de pouvoir aux jeunes. Les jeunes, aux femmes, il faut donner beaucoup de pouvoir. Dernière proposition, j'aurais voulu que le commissaire de la CEDEAO en charge des TIC soit là. Pour nous dire quelle est la politique de la CEDEAO en matière de technologie, de l'information et de la communication. Il nous aurait dit, et puis il nous aurait effectivement situé sur d'autres exemples beaucoup plus importants. Ça, c'est des choses que je voudrais préciser ici. Alors, si j'étais ministre des technologies, de l'information et de la communication, oui. Je vous dis que c'est une... Vous savez, il y a à peine 2-3 ans, quand on nommait des personnes ministres des technologies, de l'information et de la communication, ils disaient « Ah, je n'ai rien à faire ». Mais aujourd'hui, quand on les nomme, quand on a la vision, quand on sait ce qu'on veut, on devient le meilleur des ministres. Parce qu'on a des projets, on a des initiatives et on met les jeunes au travail. Et on met en place un fonds pour soutenir les technologies de l'information et de la communication. Donc voici un peu mes propositions. Merci. Évitez de sortir un peu de... Avançons. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Vous allez devoir être indulgent. Oui, je vais être indulgent, allez-y. Et je soutiens, moi, comme disait Goldberg, l'homme de théâtre, je soutiens la team. D'accord. Je m'appelle Chérif Salifsi. Oui, monsieur Si. Certains ne connaissent que... Le micro, s'il vous plaît. Certains ne connaissent que l'économiste. Je suis professeur et chef du département intelligence économique, veille stratégique et compétitivité à l'Institut international des arts et métiers à Paris. J'enseigne la même discipline ici depuis des années à l'Institut supérieur des finances. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est au cœur de ce que j'enseigne. Mon cours, je l'appelle en général la défense nationale non militaire. Au début, ça a déstabilisé mes amis militaires, mais après, ils ont compris. Parce que nous sommes en réalité dans des stratégies de défense nationale. Et ma première remarque, c'est de dire que pas d'opportunité sans organisation. Or, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que les grands pays industrialisés ont commencé à s'organiser à plusieurs niveaux. Au niveau de la guerre, d'abord, ils décident
il n'y aurait plus de guerre entre eux sur leur territoire, d'où j'ai tiré le concept de conflit de basse intensité qu'on allume dans le reste du monde. Ensuite, ils se sont organisés tous, aujourd'hui c'est généralisé. Aucun pays ne fonctionne sans stratégie nationale d'intelligence économique et de veille et de think tank. Think tank financé ou soutenu par les États, mais entièrement libre. Les États les laissent totalement libres. Bon, je passe sur ça pour dire que, comme il l'a dit, Fall, avec qui j'ai parlé il y a 4 ans, dans une rencontre organisée par mon fils, qui travaille dans les mêmes domaines. Il enseigne aussi à l'université Amadou Mokhtar Mbow, mais à distance, puisqu'il reste à Paris. C'est pour dire que j'ai écrit dans un livre en 2022, Le Sénégal à la veille du 3e millénaire, coordonné par Feu Amady Ali Dieng, que l'Afrique, dans les technologies que nous utilisons, toutes les technologies, votre micro, peut-être même vos lunettes, etc., importe 92% de ses besoins. Dans tout ce que nous utilisons, l'Afrique n'importe que 92%. Les 8% sont fabriqués sur le continent avec 2 pays qui font les 90% de ces 8%, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Notre problème est très, très sérieux. Sur ces technologies, nous ne participons ni à la recherche et développement, ni à la définition, ni à la conception, ni au marketing, ni à la commercialisation. Or, il s'agit souvent d'innovation dure. Parce que la rupture avec la mondialisation dans sa phase, c'est qu'aucun pays industrialisé, y compris les États-Unis, ne peut seul financer les innovations dures. D'où le souci de Aluntine, l'unité. Nous ne nous sortirons qu'à travers l'unité sous-régionale et puis l'unité continentale. Si vous me laissez, je vais parler 3 heures. Je vous remercie. Passez le micro derrière à Madame Senghor, s'il vous plaît, et on s'arrête là. Merci Basile. Merci à tous les panélistes. Je pense que c'est un sujet qui agite le monde et nous en Afrique, Seydina l'a dit, Seydina Moussa, notre réaction par rapport aux espaces de liberté en général, lorsqu'elles s'étendent, c'est la peur. Tout le monde l'a constaté dans les années 90, lorsque les ondes se sont libéralisées. Je pense qu'il y a eu de la panique avec la suite des conférences nationales. Tous les pays ont mis en place des autorités administratives indépendantes pour réguler, soi-disant, les médias. Mais au lieu de réfléchir sur le développement du secteur, la plupart se sont contentés à réguler des contenus, à réprimer. Et la convergence était là. Personne n'a vu venir. On n'a pas développé les expertises. On n'a pas développé les infrastructures. Aujourd'hui, avec cette domination des GAFA, c'est le même réflexe. Les technologies offrent tellement d'opportunités. On ne regarde pas tout ce côté business, ce que cela peut apporter à la jeunesse qui est innovante, qui fait beaucoup de choses. Mais tous les débats qu'on a avec nos pays, c'est la peur de l'information. On a peur de la parole libérée. Mais il n'y a pas que ce côté. Il y a le côté business, il y a le côté développement. Et je pense que c'est important quand même aujourd'hui qu'on change réellement de paradigme et qu'on se mette dans une situation beaucoup plus ouverte et qu'on se dise, certes, il y a des dangers avec la désinformation, il y a des dangers, mais aussi les opportunités sont plus importantes. Très et bien. on ne peut pas rester isolé. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on arrête de se victimiser et qu'on cherche des opportunités et qu'on offre ces opportunités à notre jeunesse. D'accord. On va arrêter de se victimiser. Nous allons prendre l'opportunité et pousser un peu de plus loin la régulation des contenus. Le micro, s'il vous plaît. Oui, les micros, je ne sais pas. Si on pouvait avoir d'autres micros, ça serait bien. Hein, comme ça. Allez-y, cher, vous répondez rapidement aux questions. Après, on donne la parole au Dondiaï avant de terminer. C'est encourageant déjà d'avoir un séminaire sur la CEDEAO et d'avoir un panel d'ouverture sur la souveraineté numérique. Moi, ça me rassure. Et de voir souvent, je les taquine souvent, doyen ici, c'est ce que j'appelle la BBC, Born Before Computer. Donc la vieille école, s'intéresser à la question. Et c'est extrêmement important. Par contre,
Il y a 15 ans, j'étais hyper optimiste quand on lançait ces débats-là. Aujourd'hui, je vous assure, je vais vous surprendre, je suis très sceptique. Par rapport au futur et par rapport à toutes ces questions-là qu'on évoque. Intégrité, sécurité, cohésion, paix. Vous savez, on ne s'en est pas rendu compte du moment où on a quitté le fait d'aller surfer sur Internet avec des Pentium 3, où on s'est retrouvé dans Internet avec les Wi-Fi, nos smartphones, nos lunettes, il l'a dit tout à l'heure. Et donc on est immergé. On est immergé, nous, en tant que primo-utilisateurs. Et donc nous n'avons pas eu le temps de nous préparer à cette révolution. Nos autorités politiques non plus. Nos enfants sont nés dedans. Si nous ne sommes pas préparés à cette révolution, comment nous pourrons accompagner nos enfants à intégrer et à tirer profit de cette transformation digitale? On a raté le train. L'autre sujet très important, c'est la question de la sécurité et de l'appropriation. On n'investit pas dans l'éducation aux médias et dans l'éducation au numérique. Il n'y a pas de programme, c'est dans les documents, mais ça ne se réalise pas au niveau opérationnel. Il n'y a aucun programme. Et ça ne nous coûte absolument rien de commencer par les écoles primaires et de mettre les outils qu'il faut, le savoir qu'il faut pour que les jeunes puissent intégrer cette transformation et saisir la balle au rebond. Vous savez sur quoi nous allons aller? Sur des guerres civiles et des crises interethniques. Juste parce qu'une ethnie a posté des publications sur une autre ethnie et que ça a créé des tensions. Parce qu'on ne s'est pas préparé, on ne sait pas quoi dire, comment le dire, avec qui le dire. Et donc c'est extrêmement dangereux. Sur la question sur comment interagir dans un monde qui s'ouvre et comment avoir une souveraineté. L'approche unité. Aucun pays africain ne réussira pas seul, ne va le réussir seul. Aucun. Et on ne cesse de se fragmenter de jour en jour. On avait la CEDEAO, aujourd'hui on a l'AES, on a la CEDEAO. Comment on va réussir? On a l'Union africaine, mais qui perd de la force. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Unité. Et parler avec une voix. Et cette voix doit passer par les cadres normatifs qu'il faut réaménager, qu'il faut mettre à jour, comme un logiciel. Nous avons des chartes au niveau de l'Union africaine, mais qui sont souvent obsolètes par rapport à la révolution numérique. Je suis désolé de le dire, mais il faut une mise à jour, que ce soit au niveau de la CEDEAO, Convention de Malabo, Charte africaine des droits de l'homme, Charte la CADEC. Il faut des mises à jour. Ensuite, il faut penser à la convergence des internets. Ne pas partir ou l'aborder en silo. Aujourd'hui, on parle d'Internet, mais il y a l'Internet de l'armée, l'Internet de la santé, l'Internet de l'éducation, l'Internet des infrastructures, l'Internet de l'électricité. Et bientôt, on va aller dans des communaux collaboratifs. C'est extrêmement large, mais on ne se pose pas ces questions-là. Je sais que dans le document, on écrit, mais tout cela n'est pas pris en compte. Dissolution, dislocation de la CEDEAO, mais c'est une conséquence de notre non-préparation à cette révolution numérique. Parce qu'on a engrangé, on a consommé, on a absorbé de la désinformation, de la manipulation. Et il y a des superpuissances qui sont là à côté, qui se font de la soft power. Moi, je fais une étude actuellement sur la Russie, la Chine, ainsi de suite. Mais vous n'imaginez pas comment ils peuvent détourner les consciences et comment ils peuvent créer des fausses informations de sorte à pousser les jeunes à dévier. L'Union européenne, je termine, a mis en place des infrastructures, plusieurs réglementations pour renforcer sa souveraineté numérique. La DSA, réglementation sur les services numériques. La DMA, réglementation sur les marchés numériques. La réglementation sur l'intelligence artificielle. La RGPD que vous connaissez. Et à côté, ils ont mis en place des initiatives pour des infrastructures numériques souveraines entre la France, l'Allemagne, entre l'Angleterre et les autres pays. Mais pourquoi nous, on veut toujours nous se retrouver en tant que Sénégal ou en tant que Niger pour aborder le sujet? On ne réussira pas ça. Merci, merci. Donc, je pense qu'il y a un seul... Oui, il y a le mot unité qui revient tout le temps. Donc c'est à classer. Le complexe, on l'enlève. Il y a le business, côté business qu'on doit mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais moi je suis d'accord avec Cher à 400%. Oui. Maintenant, ce que je remarque encore, c'est qu'on met toujours en avant la régulation avant l'économie. Et ça, c'est tout le temps, quand on voit nos différentes stratégies, le point 1, c'est toujours la réglementation.
Alors que pour moi, la réglementation doit venir pour accompagner une dynamique économique. C'est parce qu'en fait, quand vous parlez de l'Union européenne, il y a d'abord la dynamique économique et la réglementation vient pour supporter cette dynamique économique-là. Parce que la souveraineté, elle est d'abord économique. Donc, il faudrait avoir de grandes structures africaines qui soient capables de compétir au niveau international, sinon on n'aura jamais cette souveraineté-là. Et il faut faire comme l'ont fait, et si on prend l'exemple de l'aviation, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Quand on prend Airbus, c'est pour contrer Boeing. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toute la chaîne de valeur et ils seront partagés en Europe pour savoir que quand on crée l'avion, cette partie de l'avion là va être faite dans tel pays, tel autre dans tel pays, etc., etc. On peut faire la même chose. Il faut qu'on puisse identifier toute la chaîne de valeur du numérique ici et qu'on puisse voir comment se partager ces compétences-là et ces connaissances-là pour créer cette industrie-là. C'est parce qu'il nous faut économiquement, il nous faut être... voilà, parce que sinon, on peut mettre toutes les réglementations du monde, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'a pas de poids économique pour faire respecter ces réglementations-là. Donc c'est super important. L'autre élément qui est important, et quelqu'un l'a souligné, c'est le fait de former, entre guillemets, nos décideurs politique pour qu'ils puissent comprendre. Ce matin, Mimi Touré a sorti quelque chose sur lequel, malheureusement, c'est le seul point où je ne suis pas d'accord avec elle. Elle a dit qu'on ne peut pas sauter sur l'IA maintenant alors qu'on a des problèmes d'emploi. J'ai entendu la même chose à peu près chez les ministres du numérique, etc., qui disent que c'est pour après. Mais si nos décideurs politiques ne comprennent pas que c'est maintenant qu'il faut y aller et que même maintenant c'est trop tard, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris et qu'on ne s'en sortira jamais. Donc il faut qu'ils puissent comprendre ça et il faut qu'on les forme pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut y aller tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. Et c'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de parler de l'intelligence artificielle parce qu'au-delà de votre casquette, vous avez beaucoup travaillé dans ce sens-là. Céline, votre mot de fin et répondre en même temps aux questions avant qu'on nous clôture, s'il vous plaît. Toi, tu me donnes tout le temps les lourdes tâches, quoi. C'est moi qui dois dire le mot de la fin. C'est pas grave, c'est l'heure de prendre le déjeuner. C'est très compliqué tout ça, mais merci beaucoup. Donc, Cher l'a dit, Céline l'a dit. Hein. Donc, en 2025, le numérique n'est pas sectoriel. Hein. Le numérique est transversal et le numérique est au cœur de toute la transformation politique. Voilà pourquoi il faut qu'on ait déjà une vision politique pour le comprendre. Permettre de comprendre aussi que, sur un plan anthropologique, aujourd'hui, si on ne l'intègre pas, on aura d'autres types de menaces auxquelles on sera confronté. Déjà, dans notre société, il y a beaucoup d'isolationnisme qui est fait qu'on passe beaucoup de temps sur nos devices et on perd aujourd'hui ce qui faisait notre culture. Donc ça, c'est vraiment important. La seconde question, à aucun moment, il n'y a un fait scientifique qui prouve que les Africains de l'Afrique de l'Ouest sont contre la CEDEAO. Il n'y en a pas. Ce sont des groupes de personnes avec des photos sans profil qui sont sur les réseaux, qui passent tout leur temps à nous dire qu'on n'aime pas la CEDEAO. Mais il n'y a aucun fait scientifique aujourd'hui qui l'atteste. Donc ça, c'est en termes de culture numérique et d'éducation numérique, il faut comprendre cela. Des algorithmes aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas nous influencent. Ce n'est pas pour rien qu'on a sorti maintenant des mots comme influenceur. Aujourd'hui, on n'informe plus. On n'éduque plus, on essaie d'influencer et de monopoliser l'information. On ne va pas donner les tactiques ici parce que vraiment il y a beaucoup de monde, donc on va préserver ça, mais vraiment il y a des tactiques que des gens utilisent. Moi, avec 10 personnes, je peux créer une fausse information et influencer aujourd'hui les algorithmes. Voilà pourquoi vous, en tant qu'utilisateur, vous devez comprendre cela et trouver d'autres sources d'informations pour comprendre que l'information sur Internet n'est pas la mère ou le père des informations. Donc ça, c'est absolument important. Bon, on a utilisé le mot souveraineté. Ça ne date pas de maintenant, ça date de 2018 et de 2019. Nous croyons foncièrement à l'intégration. Donc on parle maintenant d'autonomie. Parce qu'à l'époque, il fallait trouver un mot qui corresponde
aujourd'hui, je pense, à la demande que nous faisions à l'époque. Cher a parlé de l'Union européenne qui est vraiment un exemple. Le président Macron a interpellé tous les présidents européens pour leur dire qu'on ne peut pas laisser à Huawei aujourd'hui les infrastructures télécom en Europe. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est ça la vérité. Et donc, à partir de ce postulat et de ce mécanisme de réflexion, l'Afrique aujourd'hui a un siège au G20. L'Union africaine pèse cependant, comme l'a dit Serena, comme l'a dit Mme Jeanne Senghor, à chaque fois que l'Union africaine parle du numérique, de la transformation digitale, c'est pour des lois répressives. Ils ne parlent que de ça. Jamais ils ne parlent de comment on va mettre en place une volonté politique pour mettre en place des fonds d'investissement pour investir dans le développement numérique. Ça aussi, c'est une réalité qu'on a vécue, qu'on a entendue. On le voit nous tous. Toutes les lois, c'est pour censurer, couper Internet en cas de sécurité intérieure. Donc, pour terminer rapidement, par rapport, on est habitué au mot révolution. Ça, c'est notre casquette d'ancien cyberactiviste. On est habitué à ce mot-là. Mais en ce moment, ce qu'on dit, en se basant sur le narratif, surtout de Seydina, avec l'IA, il n'y a pas que l'IA dans cette révolution-là, mais c'est l'IA qui le matérialise. Aujourd'hui, on a la capacité, tout à l'heure, c'est ce que disait Mme Touré, il y a une quantité incommensurable d'opportunités qui n'existent que en Afrique, parce que c'est l'Afrique qui doit combler ce gap. Voilà pourquoi il est fortement recommandé de trouver des mécanismes pour investir sur notre développement et surtout pour accélérer notre développement à partir de cet outil qui est avec nous et qu'on a tendance à apprivoiser. Et donc, la volonté politique, doyen Tine, toi notre grand porteur de voix, c'est il faut dire aux décideurs politiques que ce n'est plus le temps de l'écriture, c'est le temps de l'action et qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une expertise et ils ont des organisations. Le père de Messé l'a dit. On est hyper organisé. Il faut qu'on soit organisé de manière unitaire. Et comme pour terminer par la citation, armez-vous jusqu'aux dents, mais à compétence égale, seule la vérité triomphe. Et on est à compétence égale. Donc je vous remercie. Merci Nati Seydi. Des applaudissements pour nos panélistes. Malheureusement, on voulait poursuivre le débat, mais il est l'heure. On est en train de me pousser de gauche à droite pour terminer ce panel. En tout cas, je retiens un mot très important. Aujourd'hui, on parle de 50 ans de la CEDEAO, l'unité. Donc tout ce qu'on va faire au niveau de la CEDEAO, il faut installer cette unité. Enlever le complexe. Je suis vraiment d'accord là-dessus. On n'est plus là pour dire c'est les États-Unis, d'accord, il faut enlever ce complexe. Hein. Le business, j'aurais dû dire ça doucement, parce qu'on est en train aussi de parler de la journée sur la communication. De l'autre côté, il y a un événement qui parle sur la réglementation, la régulation, etc. Mais je pense que, Mme Senghor, vous l'avez dit, il faudrait un business. Parler beaucoup plus de business et avoir des stratégies là-dessus et réduire un peu la régulation. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir animé ce premier panel et ça se poursuit. Merci à vous.